Bienvenue dans un monde de civilisations anciennes, où le temps se mêle à la légende et où la grandeur du passé s'anime en silence. Imaginez un pays où de majestueuses pyramides touchent le ciel et où des villes nichées dans la jungle recèlent des secrets millénaires. Comment des sociétés aussi complexes et avancées ont-elles pu naître si loin des centres de civilisation connus au cœur de l'Amérique? Quel savoir et quelle sagesse nous ont-elles laissé? Aujourd'hui, nous voyagerons à travers les siècles pour explorer les cultures énigmatiques de la Mésoamérique et des Andes. Nous verrons comment de puissants États ont émergé de modestes colonies, comment la science et l'art ont prospéré, et comment, tels des étoiles, des empires autrefois brillants ont disparu. Notre conversation sera riche d'histoires sur les Mayas, les Aztèques et les Incas, des peuples dont les réalisations dépassent l'imagination et dont l'héritage continue d'inspirer. Nous explorons les origines de leur civilisation, leurs âges d'or, leurs réalisations uniques en astronomie, en mathématiques et en architecture. Nous aborderons également les raisons de leur déclin en réfléchissant aux leçons qu'ils nous ont enseignées, à nous, peuple du XXIe siècle. Ce voyage a pour but non seulement d'éclairer, mais aussi d'apaiser. Nous évoquerons de grandes réalisations, la sagesse de nos ancêtres et le rythme de l'histoire qui traverse les siècles tel un fleuve puissant. Ni agitation ni anxiété ne sont de mise dans ce récit. Il n'y a qu'une paisible immersion dans le passé, où chaque détail, chaque fait, chaque date révèle une nouvelle facette d'un monde merveilleux. Nous commencerons par les terres où l'une des civilisations les plus fascinantes a émergé, les Mayas. Nous retracerons leur parcours depuis les premiers établissements humains apparus vers 2000 avant Jésus jusqu'à l'émergence des premières cités-États qui prospérèrent vers 250 de notre ère. Ce fut une époque formatrice où furent jetées les bases de leur culture unique. Nous explorons ensuite la période maya classique qui s'étend de 250 à 900 après Jésus. Ce fut un véritable âge d'or. Des villes comme Tikal, Palenque et Copin devinrent des centres de pouvoir, de culture et d'érudition. Nous découvrirons leur structure politique complexe, la religion profonde et multiforme qui imprégnait chaque aspect de leur vie, et leur art qui nous captive encore par sa beauté et son art. Mais les Mayas n'étaient pas seulement des bâtisseurs et des artistes, c'étaient aussi des scientifiques exceptionnels. Nous aborderons leurs prodigieuses réalisations en astronomie et leur capacité à observer les mouvements des corps célestes avec une précision incroyable. Nous nous intéresserons plus particulièrement à leur calendrier complexe et précis qui leur permettait de suivre le temps avec une minutie étonnante. Et bien sûr, nous aborderons leur système d'écriture hiéroglyphique unique qui leur a permis de préserver leur savoir et leur histoire pendant des siècles. Cependant, comme beaucoup de grandes civilisations, les Mayas ont connu une période de déclin. Nous examinerons les causes qui ont conduit à la disparition, ou plutôt à la transformation de leur cité classique et à la transition vers la période post-classique. Ce sera une réflexion sereine sur les lois de l'histoire et la fragilité des empires, même les plus puissants. Notre voyage nous mènera ensuite vers d'autres grands peuples des Amériques. Nous verrons comment la civilisation aztèque a émergé, des tribus nomades apparues vers le XIIIe siècle après Jésus à l'émergence d'un puissant empire au XIVe siècle, en 1428. Nous examinerons en détail l'empire aztèque en nous concentrant sur son cœur, la cité de Tenochtitlan. Nous explorons sa structure sociale, son économie, fondée sur le commerce et l'agriculture, et son organisation militaire, qui lui a permis de conquérir de si vastes territoires.
La religion faisait partie intégrante de la vie aztèque. Nous aborderons leur panthéon divin, leurs rituels complexes et bien sûr les sacrifices humains qui jouaient un rôle crucial dans leurs croyances. Le déclin tragique de l'Empire aztèque fut marqué par l'arrivée des Espagnols. Nous examinerons les événements de la conquête, qui débuta en 1519 et se termina en 1521, et le rôle joué par Hernán Cortés. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Nous voyagerons dans les Andes, berceau de l'Empire Inca. Nous suivrons leur parcours, d'un petit royaume apparu vers le XIIe siècle de notre ère à la formation d'un vaste empire en 1438. Nous assisterons à l'essor de l'Empire Inca, connu sous le nom de Tawantinsuyu. Nous discuterons de son organisation étatique remarquable, du vaste réseau routier reliant les recoins les plus reculés de l'Empire et de son architecture étonnante, dont le majestueux Machu Picchu est l'exemple le plus frappant. Nous explorons également la société, l'économie et la gouvernance inca. Nous découvrirons le système de la mita, une forme unique de travail, et leur religion étroitement liée à la nature et au culte des ancêtres. Malheureusement, l'Empire Inca a également connu un destin tragique. Nous examinerons les causes de sa chute, notamment la guerre civile et la conquête espagnole qui a suivi, débutée en 1532 et terminée en 1572. Ainsi que le rôle joué par Francisco Pizarro dans ces événements. Pour conclure notre voyage, nous comparerons ces trois grandes civilisations, les Mayas, les Aztèques et les Incas. Nous soulignerons leurs similitudes et leurs différences et évaluerons leur contribution à l'histoire du monde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur ascension et de leur déclin? Qu'ont-ils laissé derrière eux, à nous, leurs descendants? Ce sera une exploration sereine et profonde, riche en faits étonnants et en réflexions profondes. Nous conclurons notre conversation par une réflexion sur les secrets impérissables que recèlent ces empires oubliés et sur les leçons qu'ils continuent de nous enseigner à nous, humains, qui empruntons le chemin du progrès. Préparez-vous à une immersion dans un monde chargé d'histoire, où chaque son, chaque mot vous rapproche de la paix et de la compréhension. Nous commençons notre voyage par les origines de l'une des civilisations les plus étonnantes de Mésoamérique, les Mayas. Ce peuple a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, nous émerveillant par ses réalisations en astronomie, en mathématiques, en art et en architecture. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps pour retracer leur parcours, depuis leur humble début jusqu'à la formation des premières cités-États puissantes. L'histoire des Mayas commence bien avant que leur cité ne soit connue du monde entier. Vers 2000 avant Jésus, les premiers établissements humains apparurent sur les terres fertiles des actuels Guatemala, Mexique, Belize, Honduras et Salvador. Ces premiers Mayas menaient un mode de vie sédentaire et pratiquaient l'agriculture. Leur culture de base était le maïs, les haricots et les courges qui constituent encore aujourd'hui la base de l'alimentation de nombreux peuples de la région. Ils vivaient en petites communautés, dans des maisons d'argile et de paille, entourées de champs. Leur vie était étroitement liée au cycle de la nature, au rythme des travaux agricoles, des pluies et du soleil. Progressivement, grâce au progrès technologique et à la croissance démographique, ces établissements commencèrent à s'étendre. Vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, on assiste à l'émergence de colonies plus vastes, où les rudiments d'une hiérarchie sociale commençaient déjà à se dessiner. Les premières structures monumentales apparurent, bien que beaucoup plus modestes que celles que nous verrons plus tard. Il s'agissait vraisemblablement de sites rituels et des premiers temples, témoignant de l'émergence d'un système religieux complexe. Au début du premier millénaire de notre ère, soit vers l'an 2000,
La civilisation maya est entrée dans une nouvelle phase de son développement. Il s'agit de la période communément appelée formatrice ou préclassique. C'est à cette époque que furent posées les fondations des futures grandes cités. Les premières cités-États apparurent où l'on observait déjà une division claire du travail et la présence de dirigeants, de prêtres et d'artisans. L'un des premiers centres où ces tendances se manifestent est El Mirador, au Guatemala. Son apogée s'étendit approximativement du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. El Mirador est remarquable par ses pyramides et ses structures gigantesques comme le complexe de la Danta. Ces structures témoignent d'une organisation ouvrière sophistiquée et de la capacité à mobiliser un grand nombre de personnes pour la construction. La vie dans ces villes était déjà plus complexe. Au centre de la cité se trouvait une enceinte sacrée avec des temples et des palais, où résidaient les souverains et les prêtres. Des quartiers résidentiels et des ateliers d'artisanat étaient répartis autour de l'enceinte. Les habitants s'adonnaient non seulement à l'agriculture, mais aussi au commerce, à l'artisanat et aux cérémonies religieuses. Durant cette période, les fondements de la future grandeur des Mayas furent posés, leur écriture et leur calendrier unique. Bien que le déchiffrement complet des hiéroglyphes reste à démontrer, les premières inscriptions apparaissent, témoignant d'une volonté de consigner les événements, les noms des souverains et leurs actes. La religion joua également un rôle croissant. Un panthéon complexe de dieux émergea, associé à la nature, au cosmos et à la vie humaine. Progressivement, au début de notre ère, les colonies mayas devinrent de plus en plus vastes et sophistiquées. Nous assistons à l'émergence des premières cités-États, qui joueront un rôle clé dans les siècles à venir. Ce fut une époque formatrice, une époque où furent posées les fondations qui permirent à la civilisation maya d'atteindre son apogée. Des simples agriculteurs vivant dans de petits villages, les Mayas parcoururent un long chemin, devenant les créateurs de centres urbains complexes dotés d'une culture et d'un savoir uniques. Cette période, qui s'étendit sur environ 2000 ans, ouvrit la voie à l'âge d'or qui allait bientôt arriver. Cette période, qui s'étend sur environ 2000 ans, a ouvert la voie à l'âge d'or qui allait bientôt arriver. Nous revenons maintenant à la période classique de la civilisation maya, qui s'étendit de 2500 à 900 après Jésus. Ce fut un véritable âge d'or, une période de prospérité, où les grandes cités mayas atteignirent leur apogée de puissance et de splendeur. Imaginez des cités majestueuses s'élevant au-dessus de la jungle, leurs pyramides de pierre et leurs temples s'élevant vers le ciel. L'un de ces centres remarquables était Tikal, situé dans l'actuel Guatemala. Tikal n'était pas seulement une ville, mais un État tout entier, centré sur des temples monumentaux, comme le temple du Grand Jaguar, qui culmine à plus de 70 mètres de haut. Sa population pouvait atteindre des centaines de milliers d'habitants, ce qui en faisait l'un des plus grands centres urbains de son époque au monde. La vie y était animée. Cérémonies religieuses et rassemblements d'État se déroulaient sur la place centrale, entourés de palais nobles, de quartiers résidentiels et d'ateliers d'artisans. Palenque, autre joyau de la période classique, était réputé pour son architecture et son art raffiné. C'est ici, dans l'actuel Mexique, que furent créés des chefs-d'œuvre tels que le Temple des Inscriptions qui abritait le tombeau du puissant souverain Pacal le Grand. La ville était réputée pour ses pierres sculptées, ses fresques et ses sculptures qui émerveillent encore par leur beauté et leur art.
Copán, située dans l'actuel Honduras, était également l'un des plus importants centres mayas. Elle était réputée pour ses stèles monumentales ornées de sculptures complexes et son acropole, un vaste complexe de palais et de temples. La science et l'art y prospéraient et les dirigeants de Copán ont laissé derrière eux un riche héritage d'inscriptions et d'images. La structure politique des cités-États mayas était assez complexe. Chaque cité était gouvernée par son propre souverain, considéré comme sacré et doté d'un pouvoir immense. Les souverains mayas portaient souvent le titre de Ahao, signifiant « seigneur ». Ils servaient comme grands prêtres, commandants militaires et juges. Le pouvoir se transmettait généralement héréditairement, de père en fils. Cependant, comme dans d'autres sociétés anciennes, la vie politique pouvait être instable et les cités-États se faisaient souvent la guerre, cherchant à étendre leur influence ou à protéger leurs frontières. La religion jouait un rôle central dans la vie maya. Ils croyaient en un panthéon complexe de dieux, chacun responsable d'aspects spécifiques de la nature et de la vie humaine. Les dieux du soleil, de la pluie et du maïs occupaient une place particulièrement importante. Des cérémonies religieuses, comprenant des offrandes et parfois des sacrifices humains, étaient régulièrement organisées dans les temples et sur les places des villes. Les prêtres exerçaient une influence considérable, interprétant la volonté des dieux et présidant au rituel. L'art maya de la période classique a atteint des sommets incroyables. L'architecture est saisissante par son ampleur et son harmonie. Artistes et artisans ont créé de magnifiques céramiques ornées de peintures, de précieux bijoux en or et en jade, ainsi que de magnifiques fresques représentant des scènes de la vie des souverains, des scènes mythologiques et la vie quotidienne. Ces œuvres d'art ne se contentaient pas de décorer les villes, elles servaient aussi à transmettre des informations, à glorifier les souverains et à exprimer des croyances religieuses. La vie dans les cités mayas, bien que complexe, avait son propre rythme. La plupart de la population était composée d'agriculteurs, cultivant du maïs, des haricots et des courges dans les terres environnantes. Les artisans produisaient de la céramique, des textiles, des outils et des produits de luxe. Le commerce jouait également un rôle essentiel, reliant diverses cités-États et même des régions éloignées. Les marchés offraient une grande variété de marchandises, allant des denrées alimentaires aux plumes exotiques et à l'obsidienne. Durant cette période, les Mayas ont accompli des progrès colossaux dans le développement des sciences et de l'écriture, que nous aborderons plus en détail dans la section suivante. Mais il est déjà clair que la période classique a marqué l'apogée de leur civilisation, laissant derrière elle un héritage magnifique qui continue de nous fasciner et de nous inspirer aujourd'hui encore. Les Mayas, comme nous l'avons déjà vu, ont atteint des sommets incroyables en art, en architecture et en organisation sociale. Mais leur génie s'étendait bien au-delà, englobant les domaines de la science et de l'écriture. Ce sont ces réalisations qui leur ont permis de saisir leur vision du monde, d'en comprendre les lois et de transmettre leur savoir aux générations futures. L'astronomie était l'un des domaines les plus étonnants de l'intelligence maya. Ils observaient le ciel avec une précision et un soin étonnants. Les anciens Mayas construisaient des observatoires spéciaux, souvent situés au sommet des pyramides, pour profiter au mieux du ciel étoilé. Ils surveillaient de près les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, enregistrant leurs observations au fil des siècles. Ces archives constituaient la base de leur profonde connaissance des corps célestes.
Les Mayas accordaient une attention particulière au Soleil, à la Lune et à Vénus. Ils savaient que le Soleil se lève et se couche quotidiennement et comprenaient son rôle dans la vie sur Terre. Le mouvement de la Lune était tout aussi important pour eux. Ils pouvaient prédire ses phases avec une grande précision. Mais ce qui les fascinait peut-être le plus était le mouvement de la planète Vénus. Les Mayas connaissaient son orbite complexe, qu'elle apparaît dans le ciel comme l'étoile du matin et du soir, et étaient même capables de calculer sa période synodique, le temps que met Vénus pour revenir à la même position par rapport au Soleil, avec une précision étonnante pour leur époque. Cette connaissance était plus qu'une simple curiosité scientifique, elle avait une importance capitale pour leurs croyances religieuses et leurs pratiques agricoles. À partir de leurs observations astronomiques, les Mayas ont développé un système de calendrier extrêmement complexe et précis. Il ne s'agissait pas d'un simple appareil, mais d'un système complet de cycles interconnectés, chacun ayant sa propre fonction. Le plus célèbre est le calendrier sacré, ou Tzolk'in, qui comptait 260 jours. Il était formé de la combinaison de 20 jours portant différents noms et de 13 nombres. Ce calendrier servait à prédire l'avenir et à déterminer les jours favorables aux rituels, aux guerres et à d'autres événements importants. Parallèlement au Tzolk'in, il existait un calendrier civil ou Ahab de 365 jours, très proche de la durée de l'année solaire. Il était divisé en 18 mois de 20 jours chacun, plus 5 jours supplémentaires considérés comme malchanceux et observés par des rituels particuliers. Ces deux calendriers, le Tzolk'in et le Ahab, étaient synchronisés, formant ce qu'on appelait le cercle du calendrier, un cycle de 52 années Ahab. À la fin de ces cycles, les Mayas célébraient l'avènement d'un nouveau siècle par de somptueuses célébrations. Pour suivre des périodes historiques plus longues, les Mayas utilisaient le compte long. Il s'agissait d'un système chronologique linéaire commençant par la date mythique de la création du monde qu'ils croyaient avoir eue en 1311 avant Jésus. Le compte long leur permettait d'enregistrer des événements sur des milliers d'années, leur procurant un sentiment de profonde continuité historique. L'écriture maya est également l'une des plus grandes réussites du monde antique. Ils ont développé un système hiéroglyphique complexe, l'une des rares écritures pleinement développées de l'Amérique précolombienne. Ces hiéroglyphes n'étaient pas des simples pictogrammes, ils étaient un mélange de logogrammes, signes représentant des mots entiers, et de syllabes, signes représentant des syllabes. Cela leur permettait d'enregistrer non seulement des noms et des événements, mais aussi de transmettre des idées et des structures grammaticales plus complexes. Les hiéroglyphes mayas ornaient les murs des temples, les stèles, sculptures monumentales en pierre, les vases en céramique et les pages de leurs livres, appelés codex. Malheureusement, la plupart de ces codex furent détruits par les conquérants européens, qui les considéraient comme hérétiques. Seuls quelques ouvrages de ce type subsistent aujourd'hui, notamment les codex de Dresde, de Madrid et de Paris. Ces documents rares constituent une source inestimable d'informations sur la mythologie, l'astronomie, la médecine et l'histoire mayas. Déchiffrer l'écriture maya est devenu l'un des défis les plus importants pour les érudits modernes. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, grâce aux travaux de chercheurs comme Yuri Knorozov et aux avancées ultérieures d'autres chercheurs, que la signification de ces symboles anciens a été véritablement comprise.
Nous pouvons aujourd'hui lire les inscriptions sur les stèles et les codex et connaître les noms des souverains, les dates de leur règne, les événements historiques importants et les récits mythologiques. À cette époque, la vie des peuples, bien que centrée autour des cités-États, suivait son propre rythme, lié au cycle naturel et aux observations astronomiques. Les agriculteurs, qui constituaient l'essentiel de la population, s'appuyaient sur le calendrier Ahab pour les semailles et les récoltes. Le calendrier sacré, Tzolkin, quant à lui, influençait leur quotidien, déterminant le moment d'accomplir certains rituels, la date prévue de la naissance d'un enfant et son destin. Les érudits et les prêtres, gardiens du savoir, passaient jours et nuits à observer le ciel, à effectuer des calculs et à consigner leurs découvertes. Ils étaient de véritables ordinateurs vivants de leur époque, capables de traiter d'immenses quantités d'informations. Leur travail était vital pour la stabilité de la société, car le bien-être de la cité-État tout entière dépendait de leurs prédictions et de leurs rituels. Ainsi, les réalisations des Mayas en astronomie, calendrier et écriture témoignent de leur remarquable potentiel intellectuel. Non seulement ils vivaient en harmonie avec la nature, mais ils cherchaient aussi à comprendre ses lois, à capturer leur savoir et à le transmettre. Ces réalisations sont devenues le fondement de leur civilisation et ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Mais, comme souvent dans l'histoire, même la civilisation la plus prospère est confrontée à des épreuves. Et la période maya classique, l'apogée de leur développement, ne fit pas exception. Les raisons de leur déclin font encore débat parmi les spécialistes, mais elles sont indéniablement liées à un ensemble complexe de facteurs qui ont conduit au déclin progressif de ces cités autrefois magnifiques. Les causes du déclin des Mayas classiques font encore l'objet de débats parmi les spécialistes, mais elles sont indéniablement liées à un ensemble complexe de facteurs qui ont conduit au déclin progressif de ces cités autrefois magnifiques. Il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais plutôt d'un lent déclin qui a duré plusieurs décennies, du 8e au 10e siècle de notre ère environ. Imaginez comment, pendant des siècles, des villes prospères comme Tikal, Palenque et Copan ont rempli leur place de monde, et comment leurs temples et palais ont servi de centre de vie sociale et spirituelle. Soudain, ces lieux ont commencé à se vider de leur population. Les gens ont commencé à abandonner ces magnifiques cités, ne laissant derrière eux que des ruines magnifiques que nous ne pouvons étudier qu'aujourd'hui. L'une des principales hypothèses est l'épuisement des ressources naturelles. Les Mayas étaient d'habiles agriculteurs, mais leurs méthodes, fondées sur la culture sur brûlis, ont pu entraîner une dégradation des sols due à une exploitation intensive des terres. Soutenir une population croissante exigeait toujours plus de nourriture, et les terres autour des villes ont peut-être cessé de produire suffisamment de récoltes. Ceci a pu entraîner famine et mécontentement au sein de la population. Les scientifiques pensent qu'un autre facteur important a été les périodes prolongées de sécheresse. Le changement climatique, possiblement causé par des cycles naturels ou l'activité humaine, aurait pu entraîner des pénuries d'eau, pourtant cruciales pour l'agriculture de la région. Les rivières se sont asséchées, les réservoirs se sont vidés et la vie est devenue de plus en plus difficile. Des conflits internes ne sont pas non plus à exclure. La période maya classique était caractérisée par l'existence de nombreuses cités-États indépendantes qui, bien que partageant une culture commune, se livraient souvent à une compétition pour le pouvoir et les ressources.
Des guerres fréquentes ont pu affaiblir les cités, appauvrir leur population et leurs économies, les rendant ainsi plus vulnérables à d'autres défis. Certains chercheurs évoquent également des facteurs sociaux et politiques. La structure sociale, fondée sur le pouvoir des dirigeants et des prêtres, est peut-être devenue trop rigide et incapable de s'adapter aux conditions changeantes. L'augmentation de la charge fiscale pesant sur la paysannerie pour soutenir le train de vie luxueux de l'élite et la construction de structures monumentales ont pu engendrer des troubles sociaux. Il est important de comprendre que, très probablement, aucun de ces facteurs n'a agi isolément. Il s'agissait plutôt d'une combinaison de tous ces facteurs qui, se chevauchant, ont conduit à un déclin progressif. C'est comme une réaction en chaîne. La sécheresse entraîne de mauvaises récoltes, les mauvaises récoltes entraînent la famine entraîne des troubles sociaux et les guerres entre villes affaiblies accélèrent leur déclin. Avec le déclin des cités classiques, le centre de la civilisation maya s'est progressivement déplacé vers le nord, dans la péninsule du Yucatan. C'est là qu'émergent, à l'époque post-classique, de nouveaux centres, tels que Chichén Itzá et Mayapan, qui conservent de nombreuses traditions ancestrales. Bien que ces cités conservent de nombreuses traditions ancestrales, elles se distinguent déjà des majestueuses métropoles de l'époque classique. L'art devient plus militariste, l'architecture acquiert de nouvelles caractéristiques et la structure politique évolue. Les Mayas ne disparaissent pas, leur culture se transforme, s'adaptant aux nouvelles conditions. Mais l'âge d'or, l'apogée des grandes cités-États, est irrémédiablement perdu, ne laissant derrière lui que des ruines mystérieuses et une multitude de questions sans réponse. Maintenant que nous avons vu comment la lumière des grandes cités mayas s'est progressivement estompée, passons à une autre région de la Mésoamérique, où une nouvelle tribu puissante émergeait sur la scène historique. Il s'agit de l'histoire des Aztèques, un peuple dont l'ascension, passant d'humbles groupes nomades à la création d'un vaste empire, est stupéfiante par sa rapidité et son ampleur. Au début du XIIIe siècle, un peuple connu sous le nom de Nahuas, plus tard Aztèque, émergea dans la vallée de Mexico, au milieu de nombreuses petites tribus et de cités naissantes. Originaires du nord, du pays mythique d'Aztlán, leur histoire est marquée par la ténacité, l'adaptation et finalement la domination. Au départ, ils servaient de mercenaires et d'alliés à des peuples plus puissants, comme les Tépanèques, qui peuplaient la vallée. Les Aztèques étaient réputés pour leur combativité et leur résilience, ce qui leur permettait de naviguer dans le paysage politique complexe de l'époque. L'élément central de leur histoire ancienne est la fondation légendaire de leur capitale. Selon la légende, leur dieu Huitzilopochtli leur aurait indiqué l'emplacement de leur colonie, un aigle perché sur un cactus dévorant un serpent. Après de longues pérégrinations, vers 1320, ils découvrirent ce signe sur une île du lac Texcoco. C'est ainsi que fut fondée Tenochtitlan, future capitale de l'Empire. Ce fut une entreprise remarquable. Le lac ne semblait pas être l'emplacement le plus propice à l'établissement d'une ville, mais les Aztèques en tiraient profit. Ils commencèrent à créer des îles artificielles, appelées chinampas, en y accumulant du limon et de la végétation. Ces terres fertiles devinrent le fondement de leur agriculture, leur permettant de cultiver du maïs, des haricots, des courges et d'autres cultures avec une efficacité incroyable. Les premières décennies de l'existence de Tenochtitlan furent une période de lutte pour la survie et l'affirmation de soi. Les Aztèques vivaient sous la domination des Tépanèques, leur payant tribut et obéissant à leurs ordres.
Cependant, leur esprit guerrier et leur capacité d'organisation se développèrent progressivement. L'émergence de la première dynastie de dirigeants fut un moment marquant. Le premier véritable souverain, ou Tlatoani, est considéré comme Akamapichtli, qui commença son règne vers 1375. Il n'était pas simplement un chef, mais le fondateur d'une dynastie qui allait régner sur les Aztèques pendant de nombreuses générations. La société aztèque primitive était organisée selon le système clanique. L'unité sociale de base était le calpulli, un groupe de familles apparentées qui possédaient conjointement des terres et partageaient les responsabilités. Chaque calpulli avait son propre chef et était responsable d'unités artisanales ou militaires spécifiques. Cela constituait une base solide pour l'organisation sociale et économique ainsi que pour la mobilisation des forces en cas de besoin. La vie quotidienne des Aztèques, même à cette époque reculée, était étroitement liée à leur religion et à leur croyance en la destinée divine. Ils vénéraient de nombreux dieux, chacun responsable de divers aspects de la nature et de la vie humaine. Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, occupait une place particulière car il était censé les guider vers le succès. Parmi les autres divinités importantes figuraient Tlaloc, le dieu de la pluie et de la fertilité, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes associé à la sagesse et au vent. Au début du XVe siècle, les Aztèques avaient accumulé suffisamment de pouvoir et d'influence pour défier leurs anciens suzerains. Un tournant décisif eut lieu sous le règne d'Itzcoatl, devenu Tlatoani vers 1427. C'est sous son règne que se produisit un événement qui changea radicalement le cours de l'histoire aztèque, une rébellion contre les dirigeants tépanèques d'Azcapotzalco. Sous la conduite d'Itzcoatl et de son brillant conseiller Tlacaelel, les Aztèques parvinrent à former une alliance avec d'autres cités rebelles comme Texcoco et Tlacopan. En 1428, cette alliance remporta une victoire décisive sur les Tépanèques. Cet événement marqua la fondation de l'Empire aztèque. Tenochtitlan, auparavant cité soumise, devint le centre d'une nouvelle puissance dominante dans la vallée de Mexico. Cette victoire permit aux Aztèques non seulement de s'affranchir du tribut, mais aussi de commencer à le percevoir auprès des peuples conquis. C'est à ce moment que les Aztèques commencèrent à se transformer, passant d'une tribu relativement modeste à un empire redoutable, dont l'influence allait bientôt s'étendre sur de vastes territoires. Leur histoire, commencée par un voyage légendaire, entra alors dans une nouvelle phase grandiose. Nous nous trouvons donc au cœur de l'empire aztèque naissant, dans la ville qui en devint le centre vibrant, Tenochtitlan. Après avoir vaincu les Tépanèques, les Aztèques, menés par le sage Itzcoatl et son conseiller Tlacaelel, commencèrent à bâtir non seulement une capitale, mais aussi un symbole de leur nouveau pouvoir. Tenochtitlan, fondée selon la légende sur un site désigné par leur dieu Huitzilopochtli, était une cité véritablement unique. Elle s'étendait au milieu du vaste lac Texcoco, sur plusieurs îles reliées par de larges chaussées. C'était une merveille d'ingénierie pour son époque. Imaginez une ville où, au lieu de rues, des canaux empruntaient des bateaux transportant marchandises et personnes. Les maisons, construites en argile et en pierre, avaient souvent des toits plats sur lesquels on cultivait légumes et fleurs. La ville était divisée en 4 grands quartiers, eux-mêmes divisés en quartiers plus petits appelés calpulli. Chaque calpulli avait son propre gouvernement, ses propres terres et son propre temple. Au centre de la ville se dressait le grand Tenochtitlan, un immense complexe de temples abritant le temple principal dédié à Huitzilopochtli et Tlaloc.
Ce complexe était le lieu des cérémonies et rituels religieux les plus importants. La structure sociale aztèque était assez rigide, mais elle offrait également des possibilités d'ascension sociale. À la tête de la société se trouvait le Tlatoani, un dirigeant qui servait non seulement de chef politique, mais aussi de grand prêtre. Son pouvoir était considérable, mais il consultait un conseil d'anciens nobles. En dessous de lui se trouvait la noblesse, comprenant les chefs militaires, les prêtres et les hauts fonctionnaires. Il possédait des terres et occupait des postes importants au sein du gouvernement. Viennent ensuite les marchands, appelés reins, et les artisans. Les reins jouaient un rôle essentiel dans l'économie, voyageant à travers l'Empire et au-delà, acquérant des biens rares et des informations. Ils possédaient leur propre guilde et bénéficiaient de certains privilèges. La majorité de la population était composée d'agriculteurs et d'ouvriers. Ils cultivaient la terre, construisaient des maisons et des temples et servaient dans l'armée. Au bas de l'échelle sociale se trouvaient les esclaves, qui, cependant, jouissaient de plus de droits que les esclaves d'autres cultures. Par exemple, ils pouvaient posséder des biens et même acheter leur liberté. L'économie de l'Empire reposait sur l'agriculture et le commerce. L'agriculture était très développée. Les Aztèques utilisaient un système d'irrigation complexe et créaient des îles artificielles appelées chinampas, où ils cultivaient du maïs, des haricots, des citrouilles, des piments et d'autres cultures. Les chinampas étaient incroyablement fertiles, permettant plusieurs récoltes par an. Le commerce était florissant. On trouvait chaque jour une grande variété de marchandises sur les marchés de Tenochtitlan et d'autres villes. De la nourriture et des vêtements aux pierres précieuses et aux plumes d'oiseaux exotiques. Les fèves de cacao et les manteaux de tissu servaient de monnaie d'échange. L'Empire tout entier était relié par un réseau de routes empruntées par les commerçants et les messagers. L'armée aztèque était l'une des plus puissantes de Mésoamérique. La guerre faisait partie intégrante de leur culture et de leur religion. Le service militaire était considéré comme un devoir honorable pour chaque homme. L'armée aztèque était composée de guerriers professionnels entraînés dès leur plus jeune âge. Différents ordres militaires existaient, tels que l'ordre de l'Aigle et l'ordre du Jaguar, qui recrutaient les guerriers les plus vaillants. Le but premier de la guerre n'était pas tant la conquête de territoires que la capture de captifs pour des sacrifices religieux. Les armes aztèques comprenaient des lances, des javelots, des massues à pointe d'obsidienne, des arcs et des flèches. Les guerriers portaient des armures protectrices en coton imprégné et des casques ornés de plumes. Les succès militaires permirent aux Aztèques d'étendre leur empire, de percevoir le tribut des peuples conquis et de renforcer leur influence. La vie quotidienne à Tenochtitlan était mouvementée. Les matins commençaient tôt. Les habitants allaient travailler et les enfants allaient à l'école, où ils apprenaient les bases de l'artisanat, de l'histoire et de la religion. Les femmes s'occupaient de la maison, préparant les repas et tissant des vêtements. L'hygiène était particulièrement importante. La ville possédait des bains publics et les habitants se lavaient régulièrement. La nourriture était variée. L'aliment de base était le maïs, utilisé pour la confection de tortillas et de porrages. On mangeait également des haricots, de la citrouille, du piment et de l'avocat. La viande n'était pas accessible à tous, mais on trouvait aussi de la volaille, du poisson et du gibier. Le soir, les familles se réunissaient pour partager des nouvelles et se raconter des histoires. La ville vivait au rythme des fêtes religieuses, célébrées à grande échelle. Ces fêtes étaient non seulement religieuses, mais aussi des événements sociaux, unissant les gens.
La religion occupait une place centrale dans la vie des Aztèques, imprégnant chaque aspect de leur existence, de la construction des villes aux rituels quotidiens. Pour eux, le monde était rempli de pouvoirs divins qui exigeaient une attention et un respect constants. Le panthéon divin aztèque était vaste et complexe, chaque dieu étant responsable d'aspects spécifiques de la nature, de la vie et du destin. Ometeotl, le dieu créateur qui a donné naissance à toutes les autres divinités, était considéré comme le plus important des dieux. Il était souvent représenté comme un être double, à la fois masculin et féminin, symbolisant l'unité et l'harmonie. Vient ensuite Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, patron de la ville de Tenochtitlal et principal objet de vénération aztèque. Son culte était lié à la nécessité d'assurer le voyage quotidien du soleil dans le ciel, ce qui nécessitait une énergie particulière. Quetzalcoatlol, le serpent à plumes, était le dieu du vent, de la sagesse, de l'étoile du matin et du savoir. Il jouait un rôle important dans la mythologie, souvent représenté comme un héros culturel ayant apporté la civilisation aux humains. Tlaloc, dieu de la pluie, de l'eau et de la fertilité, était vital pour la société agraire et sa faveur garantissait les récoltes. Xipetotec, notre seigneur vêtu de peau, était le dieu du renouveau printanier, de l'agriculture et de l'artisanat. Son culte incluait l'écorchage rituel des peaux, symbole du renouveau de la vie. Les Aztèques croyaient que les dieux avaient besoin de nourriture pour poursuivre leurs fonctions. Cette nourriture, croyaient-ils, provenait de la force vitale humaine. C'est pourquoi le sacrifice humain est devenu partie intégrante de la pratique religieuse aztèque. Il ne s'agissait pas d'un acte de cruauté pour le plaisir de la cruauté, mais plutôt d'un rituel complexe destiné à maintenir l'ordre cosmique et à assurer le bien-être de la société. Les sacrifices étaient accomplis à des jours précis, liés au cycle du calendrier, et visaient à apaiser les dieux. Le plus souvent, les victimes étaient des prisonniers de guerre capturés au cours des nombreuses guerres. Les guerriers faisant preuve d'une bravoure exceptionnelle pouvaient mériter l'honneur de sacrifier un prisonnier, améliorant ainsi leur statut social. Cependant, les sacrifices pouvaient aussi être accomplis par des volontaires, notamment en temps de crise ou pour des rites particulièrement importants. Les rituels étaient méticuleusement réglementés. La victime était élevée au sommet du temple pyramide où un prêtre accomplissait le rite. Les méthodes de sacrifice variaient selon le dieu qui lui était dédié. Chez Huitzilopochtli, par exemple, un couteau d'obsidienne était souvent utilisé pour extraire le cœur. Chez Tlaloc, en revanche, les rituels impliquaient la noyade ou la décapitation. Les cérémonies étaient accompagnées de musique, de danse et de chants. Les prêtres, vêtus de robes spéciales, jouaient un rôle essentiel dans la conduite de ces rituels. Tout ce processus était empreint d'une profonde signification religieuse visant à maintenir l'équilibre entre le monde des humains et celui des dieux. Les Aztèques croyaient que sans ces rituels, le soleil s'éteindrait, le monde sombrerait dans l'obscurité et la vie cesserait. Outre les sacrifices humains, il existait d'autres formes d'offrandes aux dieux. Celles-ci pouvaient inclure des pierres précieuses, des plumes d'oiseaux exotiques, de la nourriture, des boissons et même du sang recueilli par automutilation, lorsque les prêtres ou les nobles se perçaient les oreilles, la langue ou d'autres parties du corps. Ces rituels d'automutilation étaient aussi une façon de témoigner sa dévotion aux dieux et de recevoir leur bénédiction.
Les fêtes religieuses étaient des événements fréquents et dynamiques à Tenochtitlan. Chaque mois du calendrier aztèque était dédié à des dieux spécifiques et s'accompagnait de cérémonies. Ces fêtes unissaient les habitants de la ville, leur permettant de se sentir partie prenante d'un monde plus grand, connecté au monde divin. La vie à Tenochtitlan, bien que rythmée par le travail et les soucis, rappelait constamment la présence des dieux et la nécessité d'entretenir des relations harmonieuses avec eux. Cette profonde religiosité a, d'une part, constitué un puissant facteur d'unification pour la société aztèque et, d'autre part, posé les bases de ses épreuves futures. Comprendre le rôle de la religion et des rituels nous permet de mieux comprendre les motivations et les actions des Aztèques, ainsi que l'influence de leurs croyances sur leurs interactions avec le monde extérieur et les autres peuples. L'arrivée des Européens sur les terres aztèques marqua le début de l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire de cette civilisation. Ce fut une époque de collision entre deux cultures radicalement différentes, chacune dotée de sa propre vision du monde, de ses technologies et de ses croyances. Tout commença en 1519, avec l'arrivée d'une expédition menée par Hernando Cortés en provenance de Cuba. Poussés par la soif d'or, la gloire et le désir de propager le christianisme, les Espagnols débarquèrent sur la péninsule du Yucatan et entamèrent leur progression vers l'intérieur des terres. Les Aztèques, dont l'empire avait atteint son apogée, accueillirent généralement les étrangers avec prudence, mais aussi avec une certaine curiosité. Ils croyaient aux prophéties du retour des divinités. Et certains chefs aztèques, dont le souverain suprême Moctezuma II, ne percevaient initialement pas les Espagnols comme une menace directe. Ils les percevaient plutôt comme des visiteurs exotiques, peut-être des messagers des dieux ou d'importants commerçants. Cortés, quant à lui, était un habile politicien et stratège. Il comprit rapidement que l'Empire aztèque, malgré sa puissance, n'était pas une entité unique et monolithique. De nombreux peuples conquis étaient irrités par la domination de Tenochtitlan et étaient prêts à soutenir quiconque pourrait les libérer de l'oppression aztèque. Les Espagnols, armés d'armes à feu, d'épées et d'armures d'acier, ainsi que de chevaux de guerre inconnus des habitants, disposaient d'un avantage militaire indéniable. Cependant, leur nombre était négligeable comparé à celui de l'armée aztèque. La clé de la conquête résidait dans la capacité de Cortés à exploiter les contradictions internes de la société aztèque. Il trouva des alliés parmi les peuples ennemis des Aztèques, comme les Totonacs et les Tlaxcalans. Ces tribus fournirent aux Espagnols des milliers de guerriers, de la nourriture et leur connaissance du terrain. Le voyage des Espagnols vers Tenochtitlan fut long et ardu. Ils traversèrent montagnes, jungles et rivières. En chemin, ils rencontrèrent diverses tribus, dont certaines résistèrent, tandis que d'autres rejoignirent leur armée. Chaque ville traversée par les Espagnols témoigna de la cruauté ou du talent diplomatique de Cortés. Il savait persuader, intimider et forger des alliances, poursuivant toujours son objectif principal, la prise de la capitale. En 1519, Cortés et son armée, forte alors de plusieurs milliers d'Espagnols et de dizaines de milliers d'alliés amérindiens, s'approchèrent de Tenochtitlan. La ville, bâtie sur une île au milieu du lac Texcoco, les émerveilla par sa grandeur. Moctezuma II, le souverain suprême, sortit pour saluer les Espagnols. Il ne s'agissait pas d'une simple salutation, mais plutôt d'une tentative de comprendre et de contrôler la situation. Cortés, à son tour, saisit l'occasion pour entrer dans la ville en tant qu'invité, mais avec la ferme intention d'asseoir sa domination. Au début, les relations entre les Espagnols et les Aztèques étaient tendues, mais en apparence pacifiques.
Les Espagnols étaient hébergés dans l'un des palais de la ville et autorisés à l'explorer. Cependant, Cortés ne restait pas inactif. Il recueillait des informations sur le système politique, l'économie et la religion aztèque, ainsi que sur leur puissance militaire. Un jour, profitant de l'absence du Moctezuma, les Espagnols l'arrêtèrent, l'accusant de conspiration. Ce fut un tournant. Les Aztèques furent choqués par une telle trahison, mais, leur empereur aux mains de l'ennemi, ils furent incapables de se rebeller ouvertement. Sous la pression des Espagnols, Moctezuma ordonna à ses sujets d'obéir à Cortés. Cependant, la situation s'envenima. Alors que Cortés était absent, se dirigeant vers la côte pour combattre une autre expédition espagnole, son lieutenant Pedro de Alvarado perpétra un massacre lors d'une fête religieuse. Cela déclencha une révolte aztèque massive. À son retour, Cortés trouva la ville en flammes et ses hommes assiégés. Moctezuma, tentant de calmer son peuple, fut tué. Les circonstances exactes de sa mort restent sujettes à débat. Certains affirment qu'il fut assassiné par les Espagnols, d'autres qu'il fut lapidé par ses propres sujets, indignés par sa collaboration avec les étrangers. Après la mort de Moctezuma, Cuitlahuac fut élu nouveau souverain. Les Aztèques finirent par riposter. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1520, surnommée la Nuit des douleurs, la Noche Triste, les Aztèques attaquèrent les Espagnols et leurs alliés qui tentaient de fuir la ville. Les Espagnols subirent de lourdes pertes, perdant la plupart de leurs trésors, armes et chevaux. Cortés et quelques survivants réussirent à s'échapper. Cependant, cette défaite ne brisa pas Cortés. Il rassembla de nouvelles forces, s'allia avec de nouveaux alliés parmi les tribus indigènes et commença les préparatifs d'un nouveau siège de Tenochtitlan. Cette fois, il employa de nouvelles tactiques. Les Espagnols construisirent des brigantins, de petits navires qui leur permirent de contrôler le lac et de bloquer la ville. Le siège de Tenochtitlan commença en mai 1521 et dura environ 3 mois. La ville, privée de ravitaillement, souffrit de la faim et de la maladie. Les Espagnols et leurs alliés la détruisirent méthodiquement, pâté de maison après pâté de maison. La lutte fut acharnée. Les Aztèques combattirent avec un courage incroyable, défendant leur territoire et leur culture. Mais les chances étaient inégales. Finalement, le 30 août 1521, le dernier empereur aztèque, Cuauhtémoc, fut capturé et Tenochtitlan tomba. La conquête de l'Empire aztèque, qui ne dura que 2 ans, marqua la fin d'une grande civilisation et le début d'une nouvelle ère dans l'histoire mésoaméricaine. Le déclin de l'Empire fut rapide, mais il ne fut pas le seul résultat d'une défaite militaire. Des maladies introduites par les Européens, comme la variole, contre laquelle la population autochtone n'était pas immunisée, firent des millions de victimes, dévastant villes et villages bien avant même que les Espagnols ne puissent les apercevoir. Ce fut un facteur silencieux, mais non moins dévastateur dans la chute du monde aztèque. Direction maintenant les majestueuses Andes, où, loin des forêts tropicales de Mésoamérique, une autre grande civilisation s'est développée, l'Empire Inca. Son histoire a débuté modestement, avec un petit royaume situé dans la vallée de Cusco. Cette vallée, avec ses terres fertiles et sa situation protégée, est devenue le berceau d'un futur État puissant. Imaginez cette vallée vers 1200 après Jésus. Ici vivaient ceux qui allaient devenir les Incas. Ils n'étaient pas les seuls à occuper cette région, mais ils possédaient une organisation et une ambition uniques. Les premiers souverains que nous connaissons grâce aux légendes et aux documents historiques, comme Manco Cápac, posèrent les fondations du futur royaume.
C'était une époque formatrice où les Incas, comme beaucoup d'autres peuples, apprenaient à vivre en harmonie avec la nature rude mais fertile des Andes. La vie quotidienne dans la vallée de Cusco était étroitement liée à l'agriculture. Les Incas cultivaient du maïs, des pommes de terre et du quinoa, des cultures parfaitement adaptées au climat d'altitude. Ils construisaient des terrasses sur les flancs des montagnes pour optimiser l'utilisation de chaque centimètre carré de terre, créant ainsi des terres agricoles d'une remarquable ingéniosité technique. L'eau d'irrigation était fournie par des canaux complexes et savamment construits. Les habitants vivaient dans des maisons simples mais robustes, en pierre ou en argile, organisées en communautés. L'agriculture était la principale occupation, aux côtés d'artisanats comme le tissage, la céramique et la métallurgie. Jusqu'au milieu du XVe siècle environ, les Incas vécurent relativement paisiblement, étendant progressivement leur influence dans la vallée de Cusco. Ils ne cherchèrent pas de conquête à grande échelle, mais consolidèrent leur position en nouant des alliances et en soumettant les petites tribus voisines. Leur culture et leur religion, qui se développèrent et se répandirent progressivement, jouaient un rôle important dans ce processus. Mais tout changea sous le règne de l'Inca Pachacuti, arrivé au pouvoir vers 1438. Considéré comme un grand réformateur et conquérant, il transforma le modeste royaume inca en un vaste empire. Pachacuti lança une expansion agressive, s'appuyant sur une armée puissante et une diplomatie habile. Il comprit que gouverner un territoire aussi vaste nécessitait de nouvelles structures et une organisation nouvelle. Sous Pachacuti, la construction d'une nouvelle capitale, Cusco, commença, qu'il transforma en une cité magnifique. Ce n'était pas seulement un centre administratif, mais aussi un lieu sacré, le centre de l'Empire. La ville fut reconstruite, ornée de temples, de palais et de quartiers résidentiels. Les Incas considéraient leur capitale comme le centre du monde et s'efforçaient de lui donner une apparence en conséquence. Durant cette période furent posées les fondations de la structure impériale qui allait plus tard stupéfier les Européens. Les Incas développèrent un système de gouvernance leur permettant de contrôler de vastes territoires et des populations diverses. La construction routière constituait un élément clé de ce système. Le réseau routier inca, s'étendant sur des milliers de kilomètres, reliait les recoins les plus reculés de l'Empire. Ces routes n'étaient pas de simples chemins, mais de véritables prouesses d'ingénierie, avec ponts, tunnels et aires de repos pour les voyageurs. Elles permettaient le déplacement rapide des troupes, la collecte des impôts et l'échange d'informations. L'économie de l'Empire reposait sur les principes de la distribution centralisée. La terre était considérée comme propriété de l'État et cultivée par les communautés. Les produits agricoles et artisanaux étaient tous collectés dans les entrepôts de l'État, puis distribués selon les besoins. Le système des mitas, que nous aborderons plus en détail plus loin, permettait de mobiliser la population pour des travaux publics, construction de routes, de temples et de terrasses, ainsi que pour le service militaire. La religion inca était polythéiste et comportait un puissant culte du soleil. Le dieu Inti était considéré comme la divinité principale, le père de tous les Incas. Le soleil était source de vie, de chaleur et de lumière, et son culte imprégnait tous les aspects de la vie inca. On vénérait également le dieu créateur Viracocha, la déesse de la terre, Pachamama, et de nombreuses autres divinités associées à la nature et aux éléments.
Les prêtres jouaient un rôle important dans la société, servant dans les temples, accomplissant des rituels et observant les phénomènes célestes. Durant cette période, que l'on peut qualifier de naissance de l'Empire, les Incas n'avaient pas encore atteint l'apogée de leur puissance. Mais c'est alors, sous la conduite de souverains comme Pachacuti, que furent posées les bases qui leur permettraient de créer l'un des États les plus impressionnants de l'Amérique précolombienne. Ce fut une époque de croissance progressive, d'accumulation de pouvoir et de formation d'une culture unique qui fit des Incas l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. L'Empire Inca, connu sous le nom de Tawantinsuyu, qui signifie « 4 provinces unies » en quechua, atteignit son apogée entre le milieu du XVe et le début du XVIe siècle. Ce fut une époque de constructions exceptionnelles, de gouvernance efficace et d'intégration profonde de vastes territoires. Le cœur de cet empire, comme nous l'avons déjà mentionné, était la ville de Cusco, située au sommet des Andes. Mais c'est précisément à cette époque que furent édifiées de nombreuses structures étonnantes qui suscitent encore l'admiration aujourd'hui. L'un des exemples les plus frappants du génie inca en matière d'ingénierie est le réseau routier. Connu sous le nom de Capac Ñan ou route royale, ce réseau s'étendait sur 40 000 kilomètres. Il reliait les régions les plus reculées de l'Empire, des forêts équatoriales du nord aux régions côtières arides du sud. Ces routes étaient méticuleusement planifiées et construites. Elles traversaient des montagnes, franchissaient des gorges et même des zones marécageuses. Pour franchir les cols, les Incas construisaient des routes en escalier et, pour franchir les rivières, des ponts suspendus en lianes. Capables de supporter des charges considérables, ces ponts étaient de véritables merveilles d'ingénierie. Les routes servaient non seulement au déplacement des troupes et des fonctionnaires, mais aussi à la transmission rapide d'informations. Des messagers, appelés chasqui, les empruntaient. Ces jeunes hommes, entraînés à la course, connaissaient les itinéraires par cœur. Ils pouvaient parcourir de grandes distances en peu de temps, transmettant des messages grâce à un système d'écriture noué appelé quipus. Les quipus étaient des systèmes complexes de cordes multicolores ornés de nœuds, chacun ayant sa propre signification. Ainsi, l'information pouvait se propager à travers l'Empire à une vitesse étonnante, permettant au gouvernement central de réagir promptement aux événements. La vie quotidienne de l'Empire reposait sur cette infrastructure développée. Les paysans des villages de montagne ou des vallées fertiles fournissaient la nourriture nécessaire à l'armée et aux besoins de l'État. Les artisans créaient des céramiques, des textiles et des objets en métal. Tout cela était accumulé dans les entrepôts de l'État et distribué selon les besoins. Le système des mitas, mentionné précédemment, jouait un rôle essentiel dans le maintien de ce système. Chaque homme adulte était tenu de travailler un certain nombre de jours par an à des travaux publics, comme la construction de routes, de temples, de terrasses agricoles ou le travail dans les mines. Ce système permettait de mobiliser d'importantes ressources en main-d'œuvre pour la réalisation de projets de grande envergure. L'architecture inca est frappante par sa monumentalité et son harmonie avec la nature. Leur structure était construite à partir d'énormes blocs de pierre parfaitement assemblés sans mortier. Leur technique de taille de pierre était si sophistiquée que même une lame de couteau ne pouvait passer entre les blocs. Cela garantissait la durabilité des bâtiments et leur résistance aux tremblements de terre fréquents dans les Andes. Le chef-d'œuvre architectural inca le plus célèbre est sans conteste le Machu Picchu. Cette cité perdue,
nichée au sommet des montagnes, fut construite au milieu du XVe siècle, probablement comme résidence d'été de l'empereur Pachacuti. Le Machu Picchu n'est pas un simple ensemble de bâtiments, mais une ville à part entière, intégrée au paysage montagneux. Elle comprend des habitations, des temples, des terrasses agricoles et des systèmes complexes d'approvisionnement en eau. La ville a été conçue pour optimiser les caractéristiques naturelles du site tout en préservant sa fonctionnalité et son attrait esthétique. Un autre aspect important de la vie dans l'Empire Inca était la gouvernance. L'Empire était divisé en 4 provinces, chacune dirigée par un vice-roi relevant directement de l'empereur. L'empereur, ou Sapa Inca, était considéré comme le fils du dieu soleil Inti et exerçait un pouvoir absolu. Le système administratif était strictement hiérarchique et centralisé. Les fonctionnaires supervisaient la collecte des impôts, la distribution des ressources et l'application de la loi. La religion inca, comme nous l'avons déjà mentionné, était étroitement liée à la nature et aux phénomènes astronomiques. Le soleil, Inti, occupait une place centrale dans leur panthéon. Les prêtres accomplissaient des rituels complexes pour apaiser les dieux et assurer le bien-être de l'Empire. Ils observaient les mouvements des étoiles et des planètes, prédisaient l'avenir et déterminaient les jours propices aux événements importants. Bien que soumise à des règles strictes, la vie quotidienne dans l'Empire Inca était relativement stable. Les paysans cultivaient le maïs, les pommes de terre et d'autres cultures. Les familles vivaient en communauté où régnait l'entraide et la solidarité. Les enfants apprenaient l'artisanat et les techniques agricoles de leurs parents. L'art et la musique jouaient également un rôle important dans la vie inca. Ils créaient de magnifiques tissus, des bijoux et des instruments de musique. À l'apogée de l'Empire Inca, le Tawantinsuyu était un État hautement organisé et prospère. Ses réalisations en matière de construction, d'ingénierie, de gouvernance et d'organisation sociale étaient véritablement remarquables. Cette civilisation a laissé derrière elle un riche héritage qui continue de nous inspirer et de nous émerveiller aujourd'hui encore. L'Empire Inca, connu sous le nom de Tawantinsuyu, était un exemple remarquable de société organisée, où chaque élément interagissait harmonieusement. Nous avons déjà évoqué la stricte hiérarchie du pouvoir et la gouvernance centralisée. Mais derrière ces structures se cachait un système complexe qui imprégnait toutes les sphères de la vie. La société Inca était strictement stratifiée. Au sommet se trouvait le Sapa Inca, le souverain divin, suivi de sa famille, des nobles et des prêtres. En dessous de lui se trouvaient les fonctionnaires, les chefs militaires, puis les artisans et les agriculteurs. La majorité de la population était composée de simples membres de la communauté qui vivaient et travaillaient dans leur village et leur région. L'économie de l'Empire reposait sur l'agriculture et le travail collectif. Les Incas étaient des agriculteurs qualifiés, maîtrisant l'agriculture en terrasse et des systèmes d'irrigation complexes. Les principales cultures étaient le maïs, les pommes de terre, le quinoa et les haricots. La terre appartenait aux communautés et les récoltes étaient partagées entre les familles, l'État et les temples. L'une des caractéristiques les plus singulières de l'économie inca était le système de la mita. Il s'agissait d'une forme de travail obligatoire, obligeant les hommes âgés de 15 à 50 ans à travailler pour l'État un certain nombre de jours par an. Ce travail pouvait inclure la construction de routes, de ponts, de temples, l'exploitation minière ou le service militaire.
La mita n'était pas de l'esclavage, c'était une forme de dette publique qui assurait le fonctionnement et le développement de l'empire tout entier. L'État, en retour, fournissait aux travailleurs nourriture, vêtements et logements. Le système de la mita permit aux Incas de construire des structures grandioses, telles que les célèbres routes reliant les recoins les plus reculés de l'Empire. Ces routes, construites avec une précision et un savoir-faire exceptionnels, permettaient la circulation rapide des troupes, des fonctionnaires et des marchandises. Des auberges étaient situées le long des routes, où les voyageurs pouvaient se reposer et se ravitailler. L'Empire était gouverné par un réseau complexe de fonctionnaires. Chaque région était divisée en unités plus petites, gouvernées par des fonctionnaires spécialement désignés. Ils étaient chargés de collecter les impôts, de distribuer les ressources, de résoudre les conflits et de maintenir l'ordre. Pour enregistrer et communiquer des informations, les Incas utilisaient un système d'écriture nouée appelé quipu. Il s'agissait de cordes de différentes longueurs et couleurs nouées par des nœuds. Chaque nœud, sa position et son type transmettaient une information spécifique. Les quipus servaient à enregistrer des statistiques, des événements historiques et même à transmettre des messages. La religion jouait un rôle central dans la vie des Incas. Ils vénéraient de nombreux dieux associés à la nature et au cosmos. La divinité principale était Inti, le dieu du soleil, dont on pensait que Sapa Inca lui-même descendait. Parmi les autres dieux importants figuraient Viracocha, le dieu créateur, et Pachamama, la déesse de la terre. Rituels et fêtes religieuses accompagnaient tous les événements importants de la vie de l'Empire, des semailles et des récoltes à la naissance des enfants et à l'accession au trône d'un nouveau souverain. Les prêtres jouaient un rôle essentiel dans la société, dirigeant des cérémonies, observant les corps célestes et conseillant les dirigeants. La vie quotidienne de la plupart des Incas tournait autour de l'agriculture et de la vie en communauté. Les familles vivaient en de petites maisons de pierre ou d'argile. Elles partageaient le travail et les ressources, s'entraidant. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient les techniques agricoles, l'artisanat et les traditions de leurs parents. Malgré cette organisation stricte, l'art occupait également une place importante. Il créait de magnifiques textiles, céramiques, bijoux et instruments de musique. Leur musique, souvent jouée à la flûte et au tambour, accompagnait la vie quotidienne et les cérémonies religieuses. À son apogée, le Tawantinsuyu n'était pas seulement un empire, mais un organisme complexe et autosuffisant. Sa structure sociale, son système économique basé sur la mita et sa gouvernance sophistiquée lui ont permis d'atteindre des sommets qui continuent de susciter l'admiration. Bien que disparue, cette civilisation a laissé derrière elle un héritage magnifique qui témoigne de la puissance de l'esprit humain et de sa capacité d'organisation. L'histoire de l'Empire Inca, si soigneusement construite au fil des siècles, touche à sa fin dramatique. Ce déclin ne fut pas un effondrement soudain, mais plutôt un processus complexe, entremêlé de contradictions internes et de forces externes. Nous poursuivrons notre voyage dans le passé pour comprendre comment la grande civilisation de Tawantinsuyu a dû faire face à des changements inévitables. Au début du XVIe siècle, alors que l'Empire Inca atteignait son apogée, de graves problèmes commencèrent à surgir en son sein. L'un des facteurs les plus dévastateurs fut la guerre civile. Elle éclata après la mort du grand Sapa Inca Huayna Capac, qui régna de la fin du XVe au début du XVIe siècle. Huayna Capac ne laissa aucun successeur désigné, ce qui provoqua une lutte de pouvoir entre ses fils. Les principaux prétendants au trône étaient Atahualpa et Huáscar.
Atahualpa, basé au nord de l'Empire, à Quito, avait rassemblé des forces importantes autour de lui. Huáscar, basé à Cusco, la capitale, comptait également des partisans. Une guerre sanglante éclata, affaiblissant l'Empire et épuisant ses ressources. Les frères s'affrontèrent, menaçant l'unité du Tawantinsuyu. Cette guerre civile dura plusieurs années, de 1527 à 1532 environ. Atahualpa en sortit victorieux, capturant son frère Huáscar. Cependant, cette victoire eut un goût amer, car l'Empire était profondément divisé. C'est durant cette période de faiblesse et de fragmentation que les premiers Européens apparurent sur les côtes de l'Amérique du Sud. Des expéditions, financées par la couronne espagnole, exploraient ces nouvelles terres en quête de richesse et de gloire. Parmi ces explorateurs figurait Francisco Pizarro. Accompagné de ses frères Hernando, Gonzalo et Juan, et d'un petit groupe de soldats, Pizarro entreprit son troisième et dernier voyage en 1532. Pizarro et ses hommes débarquèrent dans ce qui est aujourd'hui le Pérou. Ils furent impressionnés par l'étendue, l'organisation et la richesse de l'Empire. Cependant, ils constatèrent également une instabilité interne causée par la guerre civile. Pizarro, conquistador expérimenté, y vit une opportunité. Il décida d'exploiter la discorde entre les Incas à son avantage. La rencontre entre Francisco Pizarro et Atahualpa eut lieu dans la ville de Cajamarca en novembre 1532. Atahualpa, fraîchement sorti de la défaite contre son frère, arriva à Cajamarca avec un grand nombre de ses guerriers, mais sans armes, en signe d'intention pacifique. Les Espagnols, menés par Pizarro, avaient préparé une embuscade. Lorsqu'Atahualpa entra sur la place de la ville, le prêtre espagnol Vicente de Valverde lui présenta une Bible et exigea qu'il se convertisse au christianisme et reconnaisse l'autorité du roi d'Espagne. Atahualpa, ne comprenant pas le sens du livre et refusant de se soumettre à un étranger, jeta la Bible à terre. Ce fut le prétexte à une attaque. Les Espagnols, utilisant leur armement supérieur, épées d'acier, pistolets et chevaux que les Incas n'avaient jamais vus auparavant, attaquèrent la suite sans défense de l'empereur. Les événements à Cajamarca furent rapides et brutaux. Des milliers de guerriers Incas furent tués et Atahualpa lui-même fut capturé. Malgré son statut de dirigeant, Atahualpa se retrouva pris au piège, entouré de gens qui ne le voyaient que comme un païen et une source de richesse. En captivité, Atahualpa tenta de négocier avec Pizarro. Il offrit une importante quantité d'or et d'argent en échange de sa liberté. L'empereur promit de remplir la pièce où il était retenu d'or jusqu'à la hauteur qu'il pouvait atteindre et du double d'argent. Les Espagnols, stupéfaits par l'ampleur de l'offre, acceptèrent. Pendant plusieurs mois, les Incas collectèrent des métaux précieux dans tout l'Empire et les apportèrent à Cajamarca. L'or et l'argent affluèrent de tous les coins du Tawantinsuyu, témoignant de la richesse et du savoir-faire des Incas. Cependant, malgré le respect des conditions, Francisco Pizarro n'avait aucune intention de libérer Atahualpa. Les Espagnols craignaient qu'une fois l'empereur libéré, il ne lève une armée et ne les anéantisse. En 1533, après un procès bref et inéquitable, Atahualpa fut accusé de divers crimes, dont l'idolâtrie et le meurtre de son frère Huáscar. Il fut condamné à mort. Ironiquement, pour éviter le bûcher, qui aurait signifié l'oubli éternel de la foi inca, Atahualpa accepta de se faire baptiser. Il fut baptisé sous le nom de Juan, puis exécuté par strangulation. La mort d'Atahualpa marqua un tournant. Malgré la résistance persistante des Incas, l'Empire fut privé de son leadership central.
Les Espagnols, profitant de la faiblesse et des conflits internes des Incas, lancèrent une conquête systématique. Pizarro et ses conquistadors s'enfoncèrent profondément dans l'Empire, capturant des villes et soumettant les tribus locales, souvent mécontentes de la domination inca. La résistance inca se poursuivit pendant plusieurs décennies. Après la mort d'Atahualpa, les Incas élirent un nouveau souverain, Manco Inca Yupanqui, qui collabora initialement avec les Espagnols. Cependant, lorsqu'il comprit les véritables intentions des conquistadors, il se rebella. En 1536, Manco Inca assiégea Cusco, mais les Espagnols, dotés d'armes et de tactiques supérieures, réussirent à repousser l'attaque. Manco Inca Yupanqui fut contraint de se replier dans les montagnes, où il fonda un État inca indépendant à Vilcabamba. Ce fut leur dernier bastion qui dura près de 40 ans. De là, les Incas continuèrent de résister aux Espagnols, lançant des raids et préservant un esprit d'indépendance. La vie quotidienne de la plupart des Incas sous la domination espagnole changea radicalement. Le système traditionnel de la mita, qui fournissait de la main-d'œuvre à l'Empire, fut réorienté vers l'extraction de métaux précieux pour les Espagnols. Les Incas, habitués au travail collectif et aux soins communautaires, furent confrontés à l'exploitation et à la violence. Nombre d'entre eux furent contraints de travailler dans des conditions dangereuses dans les mines, où le taux de mortalité était très élevé. La propagation de maladies européennes telles que la variole et la rougeole, contre lesquelles les Incas n'étaient pas immunisés, joua également un rôle dévastateur. Les épidémies coûtèrent la vie à des millions de personnes, affaiblissant la résistance et détruisant le tissu social. Le dernier Inca, Tupac Amaru, fut capturé par les Espagnols et exécuté en 1572. Cet événement est considéré comme la chute définitive de l'Empire Inca. Après sa mort, Vilcabamba fut prise et les derniers foyers de résistance organisée furent réprimés. La conquête de l'Empire Inca fut un processus complexe et multiforme. Elle ne se limita pas aux seuls affrontements militaires. Les Espagnols exploitèrent les divisions politiques, les différences religieuses et la supériorité technologique. Francisco Pizarro joua un rôle clé dans ce processus. Sa détermination, sa ruse et sa cruauté lui permirent de renverser le puissant empire. La chute de l'Empire Inca fut un événement tragique pour des millions de personnes qui perdirent leur indépendance, leur culture et leur mode de vie. Cependant, malgré les destructions, l'héritage Inca ne disparut pas complètement. Leurs structures architecturales, comme le Machu Picchu, leurs terrasses agricoles et leurs principes d'organisation continuent d'inspirer et d'émerveiller. L'histoire de l'Empire Inca nous rappelle la fragilité du pouvoir et comment les conflits internes peuvent ouvrir la voie à des conquérants étrangers. Ce chapitre de l'histoire sud-américaine offre un enseignement important sur la complexité des civilisations humaines et de leurs interactions. L'histoire des civilisations anciennes de Mésoamérique et des Andes est un voyage fascinant à travers les âges, riche en mystères, en grandes réalisations et en enseignements toujours d'actualité. Nous avons exploré le monde maya, son essor et son déclin, exploré la puissance des Aztèques et de leur capitale, Tenochtitlan, et nous sommes émerveillés par l'organisation et l'architecture de l'Empire Inca. Après avoir exploré les grandes étapes de leur développement, il est temps de s'arrêter un instant et d'examiner ces civilisations dans leur ensemble. Il est temps de les comparer, de découvrir leurs similitudes et leurs différences, et de mieux comprendre leurs contributions uniques au trésor de l'histoire du monde. Commençons par leurs points communs. Ces trois civilisations, les Mayas, les Aztèques et les Incas, ont émergé et se sont développées dans des régions isolées.
mais elles ont néanmoins démontré des similitudes frappantes dans certains aspects de leur existence. Toutes trois ont bâti des sociétés complexes, réalisé des progrès considérables en agriculture, développé leur propre système de croyances et fait preuve d'un savoir-faire architectural exceptionnel. Les Mayas, par exemple, ont atteint l'apogée de leur développement durant la période classique, entre 250 et 900 après Jésus-Christ environ. À cette époque, leurs cités comme Tikal, Palenque et Copin étaient des centres de vie politique, religieuse et culturelle. Astronomes et mathématiciens talentueux, les Mayas ont développé un système de calendrier complexe et précis et créé l'un des systèmes d'écriture les plus avancés de l'Amérique précolombienne, l'écriture hiéroglyphique. Leur cité était ornée de magnifiques temples, palais et observatoires, construits avec une précision et une habileté étonnantes. Les Aztèques, apparus sur la scène historique un peu plus tard, au début du XVe siècle, créèrent un vaste empire centré sur la légendaire Tenochtitlan. Cette cité, bâtie sur une île au milieu du lac Texcoco, émerveillait ses contemporains par sa taille, ses canaux, ses ponts et ses temples majestueux. Guerriers et administrateurs habiles, les Aztèques parvinrent à unifier de nombreux peuples sous leur domination. Leur structure sociale était clairement organisée et leur économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Les Incas, à leur tour, créèrent le plus vaste empire d'Amérique du Sud, le Tawantinsuyu. Leur État s'étendait le long des Andes et se distinguait par son organisation remarquable. Les Incas étaient réputés pour leur réseau routier qui reliait les recoins les plus reculés de l'Empire, ainsi que pour leurs projets de construction grandiose, dont le célèbre Machu Picchu. Leur système social reposait sur le collectivisme et une gouvernance stricte, et la religion jouait un rôle central dans la société. Examinons maintenant les différences. L'une des plus notables est leur système d'écriture. Les Mayas, comme nous l'avons déjà mentionné, ont développé un système hiéroglyphique complet qui leur permettait de consigner l'histoire, la mythologie et les connaissances scientifiques. Les Aztèques utilisaient un système pictographique plus simple, plus adapté à la transcription de dates, de noms et d'événements qu'à la transmission d'idées complexes. Les Incas, en revanche, n'avaient pas de système d'écriture tel que nous le connaissons. Ils utilisaient plutôt un système de nœuds appelé quipu, composé de cordes aux nœuds de couleurs et de tailles variées. Le quipu était utilisé pour la comptabilité, les statistiques et la transmission d'informations, mais il ne permettait pas l'enregistrement de textes à la manière des Mayas. Une autre différence importante concerne l'organisation politique. L'Empire Inca était un État centralisé, dirigé par un souverain suprême, le Sapa Inca, qui exerçait un pouvoir absolu. Les Aztèques disposaient également d'un pouvoir centralisé, mais leur empire s'apparentait davantage à une confédération, où les peuples conquis conservaient une certaine autonomie tout en payant tribut et en fournissant des guerriers. La civilisation maya, en revanche, n'a jamais formé d'empire unifié. Leurs cités-États étaient indépendantes, souvent en conflit les unes avec les autres, malgré une culture et une langue communes. Les pratiques religieuses présentaient également des différences. Les trois civilisations étaient polythéistes, vénérant de multiples dieux associés à la nature, au cosmos et à la vie humaine. Cependant, l'ampleur et la nature des rituels pouvaient varier considérablement. Les Aztèques sont connus pour leurs sacrifices humains, qui, selon leurs croyances, étaient nécessaires au maintien de l'ordre dans l'univers et à l'apaisement des dieux. Les Mayas pratiquaient également des sacrifices humains, mais, selon de nombreux chercheurs, ils étaient moins courants et de nature différente, souvent associés aux rituels de l'élite dirigeante.
Chez les Incas, les sacrifices humains étaient encore plus rares et généralement réservés aux événements les plus importants, comme la mort d'un souverain ou les catastrophes naturelles. Quant à la vie quotidienne, on y trouve également des points communs et des différences. Les agriculteurs constituaient le fondement de la société dans les trois cultures. Ils cultivaient la terre, cultivant du maïs, des haricots, des courges et d'autres cultures qui constituaient la base de leur alimentation. Les Mayas, par exemple, pratiquaient la culture sur brûlis et développaient des systèmes d'irrigation complexes. Les Aztèques étaient célèbres pour leurs chinampas, des jardins flottants artificiels qui leur permettaient de produire des récoltes abondantes même dans un espace restreint. Les Incas, qui vivaient sur les hautes terres, ont développé des systèmes agricoles en terrasses uniques qui leur ont permis d'aménager les pentes des montagnes et d'utiliser l'eau efficacement. Les villes et les villages différaient également. Les cités mayas classiques étaient de majestueux centres cérémoniels, dotés de pyramides, de temples et de palais, entourés de quartiers résidentiels plus modestes. La cité aztèque de Tenochtitlan était une cité unique, construite sur l'eau, dotée d'un réseau développé de canaux et de ponts. Les villages incas, qu'il s'agisse du majestueux Machu Picchu ou de villages plus simples, se distinguaient par leur planification rigoureuse et l'utilisation de la pierre dans leur construction. Des détails intéressants de la vie quotidienne révèlent leur artisanat et leur art. Les Mayas étaient d'habiles potiers, joailliers et sculpteurs sur pierre. Leurs céramiques et sculptures se distinguent par leur finesse et la richesse de leurs détails. Les Aztèques étaient également des artisans talentueux, notamment dans le travail de l'or, de l'argent et des plumes. Leurs œuvres d'art avaient souvent une signification religieuse et symbolique. Les Incas, quant à eux, étaient réputés pour leur maîtrise du travail de la pierre, du textile et du métal. Leurs textiles, par exemple, se distinguaient par leur grande qualité et leurs motifs complexes. Examinons maintenant leurs contributions à l'histoire du monde. Chacune de ces civilisations a laissé une empreinte indélébile, enrichissant le monde de connaissances et de réalisations uniques. Les Mayas nous ont légué non seulement un système d'écriture impressionnant et un calendrier précis, mais aussi une connaissance approfondie de l'astronomie et des mathématiques. Leur compréhension des cycles du temps et du mouvement des corps célestes était stupéfiante pour leur époque. Leurs structures architecturales continuent d'inspirer et d'émerveiller par leur monumentalité et leur beauté. Malgré leur histoire relativement courte en tant qu'empire, les Aztèques ont fait preuve d'un remarquable sens de l'organisation et ont créé une cité qui captive encore l'imagination. Leurs réalisations agricoles, notamment la création des chinampas, illustrent l'ingénierie et l'adaptation à l'environnement. Les Incas nous ont laissé un exemple d'organisation étatique et de construction remarquable. Leur réseau routier, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, leur agriculture en terrasse et leur capacité à édifier des structures magnifiques dans les endroits les plus inaccessibles témoignent de leur génie. Le Machu Picchu, symbole de leur maîtrise architecturale, continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Il est important de noter que ces civilisations, bien que conquises, n'ont pas disparu sans laisser de traces. Leur culture, leur langue, leurs traditions et leur savoir perdurent chez les descendants des peuples autochtones qui habitaient ces régions. Les découvertes archéologiques et les monuments subsistants nous permettent de toucher du doigt leur passé et de comprendre la profondeur de leur civilisation. En comparant ces trois grandes cultures, on constate que malgré leur éloignement géographique et leurs différences profondes, elles sont unies par un désir d'ordre, de développement et de compréhension du monde qui les entoure.
Elles ont créé des sociétés complexes, laissant derrière elles un riche héritage qui continue de nous émerveiller et de nous inspirer. Leur histoire est celle de l'ingéniosité humaine, de la résilience et de la quête de grandeur. L'étude de ces empires oubliés nous enseigne de précieux enseignements. Nous comprenons l'importance de préserver et de développer le savoir. Comment de grandes réalisations peuvent être accomplies grâce à l'organisation et à la coopération, et combien même l'État le plus puissant peut être fragile face aux conflits internes et aux menaces extérieures. Ces civilisations nous rappellent la diversité de l'expérience humaine et que l'histoire regorge de découvertes merveilleuses si nous sommes prêts à écouter sa voix discrète mais sage. Leur héritage ne se limite pas aux pierres des ruines antiques ou aux motifs des poteries. Il s'inscrit dans une histoire humaine commune qui nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre notre place dans le monde. Ainsi, après avoir plongé dans les profondeurs du temps, nous concluons notre voyage à travers les civilisations énigmatiques de Mésoamérique et des Andes. Nous avons parcouru un long chemin, explorant la naissance et l'essor de cultures puissantes dont les réalisations suscitent encore l'admiration. Des premiers établissements mayas qui prirent progressivement la forme de majestueuses cités-États, à leur âge d'or lorsque Tikal, Palenque et Copan rayonnèrent comme centres de savoir et d'art. Nous avons vu comment les Mayas maîtrisaient les corps célestes, créant des calendriers précis et développant un système d'écriture unique qui révèle aujourd'hui leur sagesse. Notre regard s'est ensuite porté sur les Aztèques, leur ascension rapide, passant du statut de tribu nomade à celui de vaste empire dont le centre était la magnifique Tenochtitlan. Nous avons découvert leur structure sociale complexe, la force de leur organisation militaire et leur profonde spiritualité imprégnée d'un panthéon complexe de dieux et de rituels. Et bien sûr, nous avons exploré le majestueux royaume Inca, niché au cœur des Andes. De ses humbles débuts à l'essor de l'empire Tawantinsuyu, sillonné par un réseau routier et orné de chefs-d'œuvre comme le Machu Picchu, nous avons vu comment les Incas gouvernaient leur peuple, développaient leur économie et comment leurs croyances façonnaient leur quotidien. Toutes ces civilisations, chacune à leur manière, ont laissé une empreinte délébile sur l'histoire humaine. Bien que leurs époques soient révolues et que leurs empires soient tombés aux mains de nouvelles puissances, leur héritage perdure. Il perdure chez les descendants de leurs peuples autochtones, dans leur langue, leurs traditions et leur vision du monde. Il s'incarne dans les pierres des temples et des pyramides antiques, dans les motifs complexes des céramiques et dans des inscriptions mystérieuses que nous continuons à déchiffrer. En comparant les Mayas, les Aztèques et les Incas, on constate non seulement des différences géographiques et historiques, mais aussi des similitudes frappantes. Tous aspiraient à l'ordre, à la compréhension des lois de la nature et du cosmos, et à la création de structures sociales complexes capables de soutenir la vie et le développement. Ils ont fait preuve d'une ingéniosité, d'une ténacité et d'un sens de l'organisation incroyable. Leur histoire est bien plus qu'un récit de peuples anciens, elle est riche d'enseignements pour nous-mêmes. Des leçons sur l'importance du savoir et de son accumulation, le pouvoir de la coopération et de l'organisation, et la vulnérabilité des États, même les plus puissants, aux discordes internes et aux défis extérieurs. Ces civilisations nous rappellent l'infinie diversité de l'expérience humaine et que l'histoire est riche de découvertes pour ceux qui sont prêts à écouter sa voix discrète mais sage. Leur héritage dépasse les expositions de musées ou les attractions touristiques. Il fait partie de notre histoire commune et nous aide à mieux nous comprendre, à mieux comprendre notre passé et notre place dans un monde en constante évolution. En les étudiant, nous enrichissons notre compréhension de la civilisation humaine, de son essor et de son déclin, ainsi que de sa quête éternelle de connaissance et de création.
C'est ainsi qu'avec un sentiment de paix et un profond respect, nous concluons notre exploration. Puisse le souvenir de ces grandes cultures être une source d'inspiration et nous rappeler la résilience de l'esprit humain, sa capacité à créer beauté et ordre même dans les circonstances les plus difficiles. Puissent leurs histoires, racontées au fil des siècles, nous apporter paix et sagesse sereine.